pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Ça s'appelle la guerre des rues, ça s'appelle la guerre du regard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être agressé physiquement si vous ne baissez pas les yeux. Bien, bonjour à tous. Nous voici de nouveau réunis à l'Institut des Libertés. Vous savez que peu de temps avant les vacances, nous avions initié toute une série d'émissions sur le thème de la police ne peut plus rien pour vous. En parlant de cette institution, de l'institution policière, on développait toute une sorte d'argument pour expliquer à la fois les dérives de la société et les dysfonctionnements que l'on pouvait retrouver, soit au sein de l'institution, soit dans les rapports avec la population. On a décidé à l'Institut des Libertés de recevoir, autant que faire se peut, des professionnels de cette institution policière, des professionnels de la justice, pour vous éclairer au mieux sur l'état actuel de la société. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux anciens commissaires divisionnaires de la police nationale, Patrick Ivars, qui est donc un ancien commissaire divisionnaire dont le dernier poste était chef de la 3e division de police judiciaire à Paris, et notre ami Olivier Damien, également ancien commissaire divisionnaire et ancien responsable du syndicat des commissaires. Tous deux à la retraite, ou j'allais dire plutôt tout droit à la retraite, puisque moi aussi je suis un ancien commissaire divisionnaire, à la retraite également. Nous avons un énorme avantage, c'est qu'au-delà peut-être des 30 ou 40 années qu'on a pu passer au sein de l'institution policière, nous sommes aujourd'hui déchargés de notre devoir de réserve. Et on peut donc s'exprimer librement et vous éclairer au mieux sur la situation. Depuis quelque temps, depuis quelques semaines, dans les médias, on évoque énormément ce nouveau slogan partagé ou décrié par les uns et par les autres d'ensauvagement. Donc nous avons souhaité inviter deux personnalités qui connaissent bien, qui maîtrisent bien la délinquance pour nous éclairer sur ce point, nous dire ce qu'ils pensent de ce terme employé. Est-il judicieux, pertinent? Et si oui, tenter de nous expliquer les causes de cet ensauvagement. Je vais laisser la parole en premier à Olivier Damien, s'il le souhaite, pour démarrer sur ce premier thème. Alors on sait que la guerre des mots est importante, surtout au point de vue médiatique. Depuis de très nombreuses années, nos responsables, quels qu'ils soient, se battent davantage sur les mots d'ailleurs que sur le terrain. Ensauvagement, oui, bien sûr, ensauvagement il existe. On peut y préférer barbarie, cruauté. Peu importe les mots, ce qui est important, c'est ce que ça décrit comme situation au quotidien pour beaucoup de Français. On ne peut pas affirmer ouvertement aujourd'hui et dire que l'ensauvagement ne s'est pas emparé de nos rues. Tous les jours, ou presque, les médias rapportent des faits qui sont plus horribles les uns que les autres. Alors on peut toujours dire qu'effectivement, par le passé, c'était pareil. Mais ça n'était peut-être pas tout à fait, et peut-être pas aussi fréquent. Et puis il y a quand même quelque chose qui est important, qu'il faut souligner, c'est que les chiffres officiels, qui pourtant sont sujets à caution, quand on sait comment ils sont récupérés, récoltés, traités, etc., même eux aujourd'hui traduisent une évolution de cette crise profonde que connaît notre société à travers les actions violentes. L'ensauvagement de nos rues, de notre société, ne fait, à mon sens, aucun doute. Alors après, on pourra toujours trouver, une fois de plus, toutes les explications pour dire que ça n'est pas vrai, pour dire qu'au Moyen-Âge, on tuait plus que maintenant, pour dire que je ne sais quoi encore. Mais ceci étant dit, on en est arrivé à un tel point que les autorités aujourd'hui doivent comprendre, les autorités qui nous gouvernent, notre politique, doivent comprendre que si on ne redresse pas rapidement la situation, cet ensauvagement ne fera que se poursuivre, s'installer dans notre société et causer de nombreuses victimes. Voilà ce que dans un premier temps, et au moins pour cette première approche générale du phénomène que nous vivons actuellement, ce que je peux dire.
Patrick ? Oui, voilà, tout à fait. Moi, je partage bien sûr le constat qui est fait par Olivier, mais ce qu'il faudrait, c'est un petit peu de savoir ce que ça recouvre comme fait concret, ce qu'on appelle ensauvagement. Ensauvagement, de mon point de vue, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'une part, il y a une augmentation du nombre de faits. Alors, est-ce que c'est une explosion ou est-ce que c'est une montée en puissance régulière depuis des dizaines et des dizaines d'années ? De mon point de vue, c'est depuis 30 ans, 40 ans, on a une augmentation très régulière du nombre de faits, ce qui fait qu'on en arrive à quelque chose d'assez important. Je crois qu'on devait avoir, il y a 40 ans, peut-être 1 million de faits constatés, et maintenant on doit tourner autour de 5 millions de faits constatés. On était à 700 000 cas en 1975. Ouais, ben voilà, donc ça veut dire qu'on passe de 700 000 cas à 5 donc 200 000 millions. chèques sans provision. Ouais, donc à l'époque, ouais. c'est 10 fois plus, quoi, quasiment en l'espace de 30 ans, 40 ans. Donc voilà, il y a une augmentation du nombre de faits. Et puis après, il y a autre chose qui me paraît important aussi, c'est que l'ensauvagement, c'est l'impuissance de l'État à endiguer le phénomène. C'est-à-dire que on sent que la délinquance augmente, mais auparavant, la police, la justice, arrivait à contrôler ce phénomène de montée de la délinquance. Et là, maintenant, on a l'impression qu'on ne contrôle plus rien, quoi. C'est-à-dire que l'ensauvagement, c'est la police et puis la justice qui n'arrivent pas à endiguer le phénomène. Et du fait que police et justice n'arrivent pas à endiguer le phénomène, les citoyens se retrouvent confrontés directement aux délinquants, à la délinquance, et ils ont de façon concrète la constatation que la délinquance les rattrape parce que l'État ne les protège plus, quoi. Donc ça combiné avec le fait aussi que la presse en parle, les réseaux sociaux en parlent, et peut-être que les réseaux sociaux forcent la presse institutionnelle, télévision, presse écrite à en parler, parce que peut-être qu'auparavant, sans les réseaux sociaux, les télévisions et la presse papier n'auraient pas parlé de tous ces faits de délinquance qui sont en augmentation totale. Donc pour moi, l'ensauvagement, c'est deux choses. C'est la montée très nette et très importante de la délinquance et la quasi-impuissance de la police et de la justice à enrayer ce phénomène, quoi. Voilà, c'est ça. Alors il est clair que cette impuissance des pouvoirs publics à gérer la délinquance d'une façon générale, il n'y a pas que la délinquance violence, c'est l'ensemble de la délinquance. Nous, on l'a vu, parce qu'on a quand même du recul. Tu le disais, 30, 40 ans de recul par rapport à un métier que l'on a exercé sur le terrain, dans les services de police, de jour comme de nuit. Et on a bien eu effectivement cette évolution progressive, cette tendance lourde qu'on a pu observer. Moi, j'ai connu au début de ma carrière des quartiers, où aujourd'hui la police ne rentre plus, où on allait encore, nous, très facilement. Et puis rapidement, et moi je le situe très nettement au milieu des années 80, ça a été un basculement. Ce basculement, moi, je l'attribue, il y a deux causes. La première cause, ça a été une alternance politique qui faisait qu'en gros, on changeait de stratégie sécuritaire tous les 2 ans. Aucun service de police ne pouvait s'adapter à ces changements-là. Quand bien même nous aurions voulu pratiquer telle forme de police ou telle autre, nous n'avions matériellement pas le temps de prendre nos marques et de travailler efficacement. Les alternances politiques ont été catastrophiques au regard des politiques de sécurité. Pas que des politiques de sécurité, mais en partie des politiques de sécurité. Et puis enfin, deuxième raison, moi je trouve, c'est ce dogmatisme qui s'est installé, où subitement, on a voulu faire croire aux honnêtes gens que finalement, ils avaient tort d'être honnêtes, et aux truands que finalement, s'ils étaient truands, c'était pas de leur faute. Et ça aussi, c'est quelque chose, une observation qu'on a pu, nous sur le terrain, l'observer, mais que n'importe quel citoyen, à mon avis, a pu observer. Et qui a largement contribué à la dégénérescence d'une situation qu'aujourd'hui, effectivement, nos politiques ne savent plus gérer. Mais moi, je vais même plus loin, c'est qu'ils ne peuvent plus la gérer. On est enferré dans de telles contradictions idéologiques, politiques, etc., qu'aujourd'hui, nos politiques sont pieds et poings liés devant une situation qu'ils ne maîtrisent plus. Oui, complètement. Alors, peut-être tu parlais, Olivier, tout à l'heure de quartiers dans lesquels la police ne va pas. Je ne sais pas s'il y a des quartiers où la police ne va pas. Moi, j'ai l'impression que quand elle y va, mais en prenant toutes les précautions quand même, mais elle y va. C'est-à-dire que quand elle y va, c'est à 6h du matin pour interpeller un certain nombre de personnes. Interpellation, perquisition, et puis à 8h, 8h30, tout est fini, les policiers repartent avec leur garde à vue, perquisition faite, et puis c'est terminé. Il est bien évident que les gens, quelquefois, disent qu'il y a des quartiers où la police ne va pas. Moi, je ne suis pas d'accord. La police, elle va partout, mais elle n'y va pas n'importe comment et pas à n'importe quelle heure. Ils y vont tôt le matin, ils partent
1 heure, 2 heures après interpellation et perquisition, mais il est bien évident que la même opération d'interpellation et perquisition qui se déroulerait à 4 heures de l'après-midi dans la même cité, même endroit, ça serait problématique. Et là, ça pose le problème du respect que la police peut encore inspirer aux voyous, si tant est qu'on puisse inspirer le respect aux voyous, mais au moins la crainte. Et il est bien évident que maintenant, on ne fait plus peur. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la police ne fait plus peur ? Pourquoi est-ce que la police n'est plus respectée ? Est-ce que la police n'est pas devenue une bande rivale comme une autre, quoi ? On peut se poser la question de savoir si, auprès du monde des voyous, la police n'est pas complètement déconsidérée et n'est pas vue comme étant des empêcheurs de tourner en rond, une bande qui veut les nuire à leur trafic, mais non plus comme étant le représentant d'un État auquel on doit se soumettre. C'est plus comme ça que je crois que les délinquants voient la police. Dans une seconde émission, tout à l'heure, on parlera plus en détail de l'institution policière, de sa façon de travailler, de savoir si elle est en adéquation avec justement la délinquance, etc. Là où j'aurais voulu vous amener sur une réflexion beaucoup plus globale, c'est que moi je pense que la police est l'un des derniers curseurs d'appréciation de la société. Notre expérience nous a permis de voir l'évolution de la dégradation, de la déliquescence même de notre société. Ce que je voudrais que vous puissiez faire ressortir auprès de nos auditeurs, c'est à quel point la police est un curseur d'appréciation, l'un des plus fiables de la société. Parce qu'à travers ce terme d'ensauvagement, en fin de compte, pourquoi en est-on arrivé là ? Mais d'une manière beaucoup plus globale. On parlera plus tard de la réponse technique policière qu'il faudrait peut-être adapter. Mais ce que j'aimerais avoir de votre part, c'est une analyse. Tu l'avais commencé à l'aborder en disant il y a eu des contradictions dans la société, etc. D'une manière beaucoup plus politique. Pourquoi en est-on arrivé à cette situation-là ? Cet désintérêt total pour la notion d'autorité, on le savait, nous, quand on est rentré dans la police à 40 ans, qu'on représentait une autorité. Aujourd'hui, cette autorité n'existe plus. Alors, est-ce que l'évolution globale de la société allait amener inéluctablement à cet ensauvagement que tout le monde décrit, que tout le monde a l'air de découvrir aujourd'hui, mais sans se rendre compte qu'ils en ont été les propres artisans ? En fin de compte, en acceptant des changements sociétaux très profonds, en acceptant l'extravagance, en acceptant la dictature des médias et du politiquement correct, est-ce que c'est pas cette situation-là, ils sont en train de s'étonner d'une situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Et nous, policiers, qui au quotidien, on voyait la misère, la violence, la délinquance, en changer dans sa forme. On a tous connu, il y a 30 ans, quand on allait faire une perquise, la première chose que la personne nous demandait, c'était de retirer les pinces pour préserver un peu de respectabilité dans sa cage d'escalier. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Donc, ce que je voudrais vous amener à faire comprendre aux éditeurs, c'est que politiquement, sociétalement, la dégradation des valeurs qui faisait que la nation existait, que la respectabilité avait un sens, que l'honorabilité avait un sens, que la probité avait un sens, que l'image que l'on donne de soi avait un sens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout ça a disparu ? Je ne sais pas si tu me permets de donner mon point de vue. Moi, ça me semble assez évident que quand tu poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, moi je vois 2 causes. La première, pardonnez-moi de ne pas parler politiquement correct, mais la première, c'est l'immigration débridée à laquelle on est soumis depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et la deuxième chose, c'est mai 68. C'est-à-dire qu'il est interdit d'interdire. À partir du moment où on se retrouve... ouais, alors on la cherche, mais il est interdit d'interdire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État, finalement, laisse tout faire, et que celui qui brave un interdit qui n'existe plus ne sera plus puni. Face à une population qui est extrêmement délinquante et qui ne comprend que le marquage d'une limite, si la limite n'existe plus, tout est possible. Donc là, il est à peu près évident, de mon point de vue, que quand on combine mai 68 avec une immigration de masse, on en arrive à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Non, c'est certain. Alors, tu parlais de la police qui est effectivement ce marqueur d'une société qui évolue bien ou mal. Enfin, en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut se poser des questions.
Oui, elle a toujours été ce marqueur-là, pour la bonne et simple raison, d'abord que la police est une police citoyenne, elle va chercher ses membres dans le corps social, donc elle est la parfaite représentation de ce qu'est le peuple. Voilà. On est à l'image de la société. On est à l'image de la société, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes devoirs bien évidemment aussi, mais nous sommes à l'image de la société. Donc ce que vit la police, ce que vivent les policiers, c'est quelque part ce que vit l'ensemble des Français. Ils sont aussi victimes de cette délinquance débridée, cet ensauvagement, que le citoyen français lambda peut l'être. Donc il est évident que la réaction de ces policiers soumis eux-mêmes à une pression extrêmement forte et à un ensauvagement bien réel, c'est sûr que c'est quelque part quelque chose d'extrêmement déstabilisant pour eux. Et si c'est déstabilisant pour eux, c'est forcément déstabilisant pour l'ensemble de la société. Je disais tout à l'heure, nos politiques, nos responsables aujourd'hui ont perdu le contrôle, et j'en suis convaincu. Je suis convaincu aujourd'hui que depuis plusieurs années, à force de laxisme, à force de laisser faire, à force comment dirais-je, d'une compréhension qui était trop bienveillante, je pense qu'on a laissé les repères auxquels tu faisais allusion, fondamentaux, s'échapper. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à une déferlante. Notre société est face à une déferlante. Et cette déferlante, ils sont où les moyens pour l'arrêter aujourd'hui ? Ils sont où ? On ne les a plus. La police, effectivement, en l'état actuel des choses, ne peut plus rien pour vous, ne peut plus rien pour nous. Elle fait ce qu'elle peut, la police. Et elle fait ce qu'elle peut. Non, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait rien, entendons-nous bien. Mais j'entends qu'elle ne peut que parer à l'essentiel. Et pour l'instant, parer à l'essentiel, c'est maintenir le couvercle sur la marmite. Pour combien de temps encore ? On ne sait pas. Toujours est-il que tant qu'il n'y a pas une reprise en main sérieuse des choses, que l'État ne reprend pas l'ensemble des attributs qui sont les siens, ne restaure pas son autorité, et par là même ne restaure pas l'autorité de la police qui est son bras armé sur le terrain, on parlera de la justice sans doute un peu plus tard, mais ne restaure pas ça, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire et on sera extrêmement vulnérable. Et plus on est vulnérable, et bien évidemment plus les dangers sont grands. Voilà, c'est sur cette réflexion-là que je voulais vous amener. Parce que très souvent, lorsque des collègues en exercice sont invités sur les plateaux télé, les revendications salariales, en matériel, etc., c'est toujours la même litanie. On a toujours l'impression que la police, si elle n'a pas assez de voitures, si elle n'a pas assez de locaux, etc., enfin, on ne peut pas faire le travail. Alors qu'en réalité, c'est ce à quoi je voulais vous amener, c'est qu'on raconte d'une manière plus réfléchie, plus profonde, plus intense, réfléchir à ce pourquoi on en est arrivé là et à trouver les solutions, qu'elles soient sociologiques, philosophiques ou même politiques. Hein, c'est surtout ça qui, en fin de compte, m'intéresse. Alors, on a repris ce thème de la violence, la police ne peut plus rien pour vous. C'est Franck qui, par amitié, a pris ce texte-là, ce thème-là, puisque c'est le titre du livre que je suis en train d'écrire, qui s'appelle La police ne peut plus rien pour vous. Mais justement, avec cette espèce de vision plus sociologique que technique. Et j'apprécie énormément d'avoir vos deux concours, et d'autant que les auditeurs sont assez impatients d'entendre cette analyse-là, et qui change un peu de toujours ces recours aux techniques qui sont en fin de compte assez périphériques à notre débat. Est-ce qu'en fin de compte, on n'est pas là, à travers la délinquance, qui s'exprime de manière de plus en plus violente, on ne voit pas un espèce de retournement civilisationnel? Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas les premiers signes puisqu'on parle d'ensauvagement, de réification de l'individu, on le voit bien, l'individu ne compte plus, etc. Et nous qui étions au cœur de tout ça, on en a été les premiers témoins. Donc, j'aimerais encore avoir votre analyse là-dessus, sur ce pourquoi, comment on en est arrivé là, d'une manière... Il faut aller jusqu'au bout des choses. Est-ce que la disparition de la nation, est-ce que des hommes politiques qui n'ont plus une vision de destin d'un peuple, mais plus que de la gestion au quotidien, ne nous a pas amené à tout ça? Est-ce qu'en fin de compte, le fait d'accepter, de tolérer une multitude de minorités, une multitude de stratification, d'extravagance, a fait que ce fameux vivre ensemble sans arrêt invoqué est devenu impossible? Je crois qu'on a perdu le courage de punir. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on n'ose pas punir, parce qu'on considère que de toutes les façons, la punition ne sert à rien. C'est un peu ce que nous disent nos hommes politiques au pouvoir depuis des années et des années.
La prison n'est pas la solution. Alors ça, c'est le truc qu'on entend tout le temps. La prison n'est pas la solution. Moi, j'aimerais bien savoir qui a décidé un jour que la prison n'était pas la solution. Parce que si c'est pas la solution, il faut libérer tout le monde, quoi. Peut-être notre ministre de la Justice d'aujourd'hui pensait ça, peut-être. Ah bah, il pensait ça quand il était avocat, mais là, il faut qu'il se réveille. Il n'est plus avocat, il est ministre de la Justice. Donc, c'est plus du tout la même chose. On est dans une société où on a quelque chose comme 62, 63 000 places de prison. Et on a décidé une bonne fois pour toutes qu'on avait 62, 63 000 délinquants dans le pays, pas un de plus. Ce qui veut dire que si on veut faire rentrer des gens en prison, il faut en faire sortir d'autres pour libérer de la place. C'est pas tenable dans un pays de 67 millions d'habitants, je suis désolé, mais de façon dogmatique, on peut pas définir le nombre de délinquants qu'on a une bonne fois pour toutes, ça c'est pas bon. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est qu'il y a un tandem en France qui marche pas, c'est le tandem police-justice. La police, ça fonctionne. La justice, de mon point de vue, ça fonctionne mal. La police fonctionne. La police n'arrête pas d'arrêter les délinquants. Mettons-nous bien ça en tête, la police n'arrête pas d'arrêter les délinquants. Je crois que la police fait son travail, sauf que les gens doivent savoir qu'au bout de 24 heures ou 48 heures de garde à vue, peu de choses près, on va simplifier les choses, au bout de 24-48 heures de GAV, la police passe le relais à la justice. Et quand on passe le relais à la justice, là ça bloque. Pourquoi ça bloque? Parce que les magistrats du parquet à qui on passe le relais, ils ont des contraintes. Leurs contraintes, c'est quoi? Déjà, ils ne sont pas assez nombreux. Et là, on en revient à des problèmes bassement matériels, quoi. On manque de personnel, on manque peut-être de moyens dans la justice. Mais les magistrats ne sont pas assez nombreux au parquet. Et puis, quand les policiers leur téléphonent pour faire déférer à la fin d'une garde à vue un délinquant qui a reconnu les faits, qui a été lui-même reconnu, qu'on a en photo, dont on a l'ADN, on a les traces papillaires relevées sur la scène de crime, etc. C'est lui, il n'y a pas de problème, il est déféré. Sauf que le magistrat, il a des contraintes parce qu'il a 10, 12 places pour le jugement de comparution immédiate du lendemain. Et si le service de police téléphone trop tard parce que les 12 places qui étaient allouées au parquet sont déjà prises, et ben le délinquant, même si c'est le pire délinquant de la Terre, il n'y a plus de place pour le faire passer en comparution immédiate le lendemain, et là, il va falloir trouver des solutions alternatives. Alors en plus de ça, comme on est dans l'idée générale que de toutes les façons, la prison ne résout rien, et que c'est l'école de la récidive, etc., qui sont à mon avis des erreurs totalement fausses, on se retrouve avec une police qui passe son temps à arrêter des délinquants et qui est démotivée, parce que la justice n'arrive pas à absorber l'ensemble de la masse des délinquants qu'elle arrête et qui normalement devrait être, dans un pays normal, devrait être présenté à la justice, jugé et de mon point de vue, devrait être puni. Ça devrait se passer comme ça. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc je crois que le problème il est là. La police est un petit peu désabusée parce qu'elle se rend compte que son travail n'est pas forcément suivi des faits. Et la justice, en tout cas en ce qui concerne le parquet, n'a pas trop les moyens d'agir. Après, c'est autre chose, parce qu'une fois que le parquet passe le relais à une juridiction de jugement, là, on entre peut-être dans des considérations qui sont peut-être un peu idéologiques, sans aller jusqu'au juge d'application des peines, qui, bien que la sanction ait été prononcée au nom du peuple français, fait tout ce qu'il peut pour faire libérer la personne qui est condamnée avant la durée totale de la peine à laquelle elle a été condamnée. Donc là, je crois qu'il y a un sacré problème. La police est désabusée, la justice manque d'efficacité parce qu'elle joue le petit bras un petit peu, elle y croit pas trop, quoi. Elle se dit, j'envoie un délinquant en prison, mais ça va pas régler le problème. Moi, je crois que ça va un peu régler le problème. De mon point de vue, la prison, ça sert à ça sert à mettre hors circuit des gens qui sont dangereux. Et si ces gens dangereux ne sont pas en prison, eh ben, ils vont croiser des personnes sur la voie publique, ça peut être nos familles, ça peut être nos amis, nos voisins, ça peut être des gens de la vraie vie. Et si les délinquants ne sont pas en prison, ils vont commettre d'autres actes de délinquance. Donc il faut choisir le type de société dans lequel on veut vivre. Vous pensez donc que cette dilution, pour ne pas parler de disparition, de concept de sanction, le concept même de la sanction a disparu de notre conception sociétale. Hein, c'est ça. En fin de compte, sanctionner l'administration pénitentiaire, portait bien son nom pourtant, on parlait de pénitence, hein, c'est complètement dilué pour ne pas dire avoir totalement disparu. Ça serait donc également, donc philosophiquement,
l'une des raisons de cet ensauvagement, hein, cette disparition du concept même de sanction. C'est l'absence de limite, tout à fait. Voilà. Limite qui était posée, limite ultime qui était posée par la sanction et notamment la peine d'enfermement. La fonction de la peine, il faut se rappeler, la peine a toujours eu plusieurs fonctions. Il y avait une fonction d'élimination, élimination en tant que mise à l'écart de l'individu dangereux du reste de la société. Ça a toujours existé, le problème c'est que ça maintenant c'est fini. Donc effectivement, à partir du moment où il n'y a plus ce repère-là, à partir du moment où le délinquant sait que finalement, non seulement il risque peu la détention, mais que quand bien même il est en détention, aujourd'hui il s'en fait une gloire, parce que c'est à ça aussi qu'il faut voir. Maurice, tu parlais tout à l'heure des valeurs qui animaient nos anciens et nous aussi, d'honneur, de probité. Ces valeurs-là, elles ont été remplacées par quoi? Elles ont été remplacées par la famille de truands qui manifeste et qui se targue de défier la société, qui se targue de défier l'État, qui met l'État à genoux. C'est ça qui remplace aujourd'hui ces fameuses valeurs qui nous ont animés, qui ont animé nos anciens. Comment veut-on que ça marche dans ces conditions-là? Ça ne peut pas. C'est pour ça que je pense que plus qu'un problème d'effectif de police, plus qu'un problème qui existe, on est d'accord, plus qu'un problème de matériel, le problème aujourd'hui, le nœud du problème, c'est il faut que la sanction soit effective, qu'elle soit prononcée et qu'elle soit omniprésente lorsqu'elle est méritée. Pour que cette sanction pour que la sanction revienne au goût du jour, il faut qu'elle soit globalement, qu'elle s'inscrive dans une démarche sociétale globale, où justement la reconnaissance des valeurs dont on parlait tout à l'heure et qui semblent même disparaître du dictionnaire, puisse revenir enfin à l'honneur. Je crois que c'est Platon, dans le Ménon, qui faisait dire à Socrate, apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. On en est les vivants exemples, puisque avec nos âges avancés, on peut quand même être des témoins de ce qui se passait auparavant. Et dans une société, jusque dans les années 70, apaisée, où ces valeurs-là étaient universellement revendiquées, justement, où la délinquance apparaissait comme quelque chose d'extravagant, je doute que dans les années 70, on ait vu un défilé de 20 000 personnes venir devant le palais de justice manifester parce qu'un truand, lors d'une interpellation, avait malheureusement décédé. C'était la démonstration, je crois, quand j'ai vu cette manifestation, en moi-même, je me suis dit, mais c'est inimaginable. Mais là, c'est l'inversion des valeurs, ça, inimaginable. On est en plein dedans. Une inversion des valeurs totale. Oui. On ne peut que regretter le décès de quiconque lors d'une interpellation, mais enfin, le contexte faisait que on pourrait quand même se dire, il n'était pas blanc-bleu quand même. Et malgré tout, c'est dans le cas d'une opération de police légitime, d'interpellation de quelqu'un qui commet un délit. J'ai l'impression que bientôt, un cambrioleur qui tombera d'un toit, en cambriolant, va déposer le plainte contre le propriétaire parce qu'il n'avait pas mis d'échelle. On en est arrivé là. La police s'est vue comme une bande rivale. C'est ça, c'est ça. Alors, justement, on en parlait auparavant. Est-ce que c'est pas aussi ce glissement que l'on a vu s'opérer depuis une trentaine d'années, ou que nous, on a connu cette procédure inquisitoriale qui menait notre travail auparavant entre police et justice, qui doucement nous a amené à cette politique, cette procédure accusatoire à l'américaine? Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas là le nœud quelque part? Est-ce que notre culture latine ne peut pas s'adapter à cette culture anglo-saxonne? Et est-ce qu'en fin de compte, c'est pas l'un des éléments? Alors c'est une question à se poser effectivement, parce qu'on est en train de s'américaniser, quoi. C'est-à-dire que notre société tout entière, depuis des dizaines et des dizaines d'années, s'américanise dans sa culture, dans sa manière de s'habiller, de manger, etc. Là, on a le sentiment qu'effectivement, notre police et notre système judiciaire tout entier a tendance un petit peu à s'américaniser. On passe d'un système latin de droit inquisitorial en ce qui concerne l'enquête à un système anglo-saxon accusatoire où la police est vue comme non pas quelque chose de supérieur, mais quelque chose d'équivalent à la personne qui est visée par l'enquête, qui est mise en cause, avec un juge qui n'est en fait qu'un simple arbitre. Il est comme sur un terrain de foot, l'arbitre, il est simplement là pour vérifier qu'on respecte la règle du jeu sans plus. Donc ça, c'est une américanisation de notre système judiciaire. Petit à petit, on y arrive. Et on le voit avec les droits qui se sont rajoutés au fur et à mesure, qui se raccrochent à la garde à vue. C'est-à-dire que maintenant, quand on est rentré dans la police, une garde à vue, ça se faisait en un demi procès verbal.
C'était relativement rapide et je ne pense pas qu'on portait vraiment atteinte aux droits de la personne. Maintenant, une garde à vue, c'est 4 pages. Et on est incapable de rédiger un procès-verbal de garde à vue sans avoir en soutien le logiciel de rédaction des procès-verbaux. Ça, c'est pas possible. Tant qu'on n'a pas le logiciel de rédaction, on n'est plus en mesure de rédiger un PV de garde à vue parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup trop de choses et le PV de garde à vue, s'il y a une erreur, c'est toute la procédure qui tombe par terre et qui est annulable. Donc il faut bien faire attention à ce genre de choses. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le policier n'est pas vu comme quelqu'un qui, par nature, respecte la loi. Le policier est de plus en plus vu comme quelqu'un qui est un acteur de la sécurité, mais qui n'est pas meilleur que celui qui l'arrête. C'est-à-dire que celui qui est garant des libertés et de la procédure, c'est plus le policier, officier de police judiciaire, c'est plus le substitut du procureur de la République non plus, maintenant c'est l'avocat. Tout à fait. C'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant on en arrive à ce que ce soit une personne payée par un mis en cause qui soit garant de la procédure rédigée par les policiers. Ça non plus, ça donne pas le moral aux policiers. Ça non plus, ça donne pas le moral. Alors on parlait effectivement de ce qu'il faudrait faire. C'est pas qu'une question d'argent. Bien sûr que c'est ça. Moi j'ai travaillé dans un hôtel de police quand il peut au 8e étage. Il y a des fuites d'eau, des colonnes d'eau qui descendent sur des câbles électriques au sous-sol. Et on met des poubelles vertes pour récupérer l'eau de pluie. On a tous au 8e. Non mais c'est inadmissible. Tout à fait. D'un autre côté, on a tous travaillé au Quai des Orfèvres. Ouais. On aurait quitté le Quai des Orfèvres pour rien au monde, parce que c'est l'escalier mythique. Mais, alors bien sûr qu'on a besoin de plus d'argent, c'est vrai aussi, parlons des voitures utilisées par les policiers. Les policiers en arrivent, dans le service que j'ai dirigé jusqu'à il y a encore quelques mois, les policiers en arrivent à avoir peur d'amener leur véhicule au service technique pour faire une vidange, parce qu'ils ont peur que la voiture soit arrêtée pour raison de sécurité. On en est là. C'est-à-dire que le ministre qui nous raconte qu'il veut changer le parc automobile, bon très bien, moi je veux bien, mais il était peut-être temps de le faire. Parce que les policiers roulent dans des voitures qui sont pas en bon état. Le côté manque d'argent de la police, il est criant. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et à côté de ce manque de moyens, de ces moyens qui sont quand même parfois défaillants, on a ce problème du policier qui n'est pas vu comme étant quelqu'un d'honnête, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un de supérieur, système accusatoire on va dire, mais qui est vu comme un acteur, à égalité avec la personne qui cherche à mettre en cause, avec un juge qui est au milieu et juste un arbitre pour vérifier si la loi est bien respectée, etc. Donc c'est ce changement d'état d'esprit que moi je conteste, mais ce parce que c'est pas notre culture. Ce glissement-là, tous les trois, dans notre vécu, on l'a vu. On a vu qu'on est passé du statut de fonctionnaire d'autorité à ce statut d'acteur comme les autres. Mais ce qui excuse-moi, on est en train de passer au statut de fonctionnaire tout court. Oui, tout à fait. Mais là où je suis très inquiet, c'est que ce que tu nous décris là, en disant nous mettons au même pied, au niveau d'acteur, on est un simple acteur de la procédure, et j'allais même dire quelquefois un simple grouillot, un simple manutentionnaire. C'est bien dans une volonté politique quand même, puisque je me souviens de paroles de notre ministre de la Justice actuel, où il disait qu'il regrettait qu'il n'y ait pas d'équidistance entre l'auteur et la victime. On est en plein dedans. Donc moi je suis très inquiet quand même. D'ailleurs même au moment du renouvellement gouvernemental, j'étais surpris de voir qu'on ne mette pas Omar Sy ministre de l'Intérieur. Parce que il avait un super rôle. Je vois pas pourquoi on n'ait pas mis Pierre Palman, le préfet de police, par exemple, etc. Puisque là, ils ont l'air de bien représenter quand même la société d'aujourd'hui. J'étais assez surpris qu'on n'aille pas aussi loin. La prochaine fois, peut-être, au prochain remaniement. La prochaine fois, peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est ce constat-là, quand même. Donc, 40 ans de police, ce glissement, on l'a vu tout doucement arriver. Et tous les trois, on fait ce constat de voir que tout le monde s'étonne de voir cet ensauvagement, alors que tout le monde a participé à son avènement. Bien sûr, mais moi je pense que la sécurité ne les intéresse plus, nos hommes politiques. Ils sont passés à autre chose. Ils gèrent la sécurité par obligation, mais ils gèrent la sécurité non pas pour combattre la délinquance, mais pour éviter les troubles à l'ordre public. C'est très simple.
un phénomène médiatique qui se produit, une arrestation qui tourne mal. C'est pas tant le fait que l'arrestation tourne mal, c'est pas tant le fait qu'il y ait même un mort, ou deux, c'est pas ça leur problème. Le problème, c'est comment je vais gérer l'ordre public qui fatalement, parce que maintenant c'est systématique, qui fatalement va être troublé par des hordes de barbares, moi j'appelle ça comme ça. Leur vrai problème aujourd'hui, il est là. Et il n'est que là. La délinquance, la criminalité, très honnêtement, ils ont mis une croix là-dessus. Pour eux, je suis convaincu que ça fait partie des profits et pertes d'un système que l'on veut mettre en place, ultralibéral, mondialiste, etc. Donc les victimes, tout ça, c'est profits et pertes. Je suis convaincu que la seule chose qui les intéresse encore, qui les concerne encore, c'est effectivement cette notion d'ordre public. Il faut bien y faire face, ça évidemment. Et évidemment, tout est bon pour éviter les incidents. Parce qu'ils savent très bien que la police aujourd'hui, ou les forces de l'ordre ne sont plus dimensionnées pour faire face à des journées et des semaines d'émeutes. Donc aujourd'hui, c'est oh là là, que va-t-il se passer si on a un fait divers qui dégénère? Comment allons-nous gérer tout ce qui va en découler? Et on atteint effectivement les limites de l'exercice. Et l'exercice, aujourd'hui, on voit bien que la meilleure façon d'éviter d'avoir à gérer un ordre public défaillant, c'est de céder encore. Voilà, moi, c'est mon constat. Et si on n'inverse pas cette tendance lourde, finalement, ce sont ceux qui créent le désordre aujourd'hui qui deviendront, demain, c'est déjà en cours, maîtres de la rue et maîtres des décisions qui seront prises. Voilà. Olivier, est-ce que tu partages cette analyse? Oui, complètement, mais c'est pas nouveau. Parce que non, c'est pas nouveau. C'est un long glissement, on est bien d'accord. Oui, mais la lutte contre la délinquance, ça n'a jamais été la priorité de qui que ce soit. Le problème, c'est quand on a un tueur en série qui finit par tuer 1, 2, 3, 4 personnes, là, ça commence à faire la une des journaux, on en parle. Mais sinon, la délinquance au quotidien, et c'est pour ça que l'ensauvagement pose problème maintenant. Mais auparavant, la délinquance du quotidien, ça ne posait pas un grave problème. Ce qui posait un problème, c'était les troubles à l'ordre public. Mais là, on se rend compte d'une chose, c'est que ces actes de délinquance sont de plus en plus nombreux. On en parlait tout à l'heure, et ça commence à se voir maintenant. Mais de plus, comme tu viens de le dire très bien, c'est que les actes de délinquance, en banlieue bien sûr, impliquent des troubles à l'ordre public quasi systématiques. À savoir que les jeunes policiers, maintenant, qui travaillent en banlieue, quand ils ont un type sur une mini-moto, sans casque, en train de prendre un sens interdit, de griller 3 feux rouges, que doivent-ils faire? À l'évidence, il faut intervenir, il y a un trouble à l'ordre public. S'ils n'interviennent pas, on va le leur reprocher. S'ils interviennent, ils prennent le risque que le bonhomme, sur sa mini-moto sans casque, se casse la figure sur un poteau, s'encastre sur une voiture de police, ou je ne sais trop quoi, qu'il soit gravement blessé, voire qu'il meure, parce que là, de façon certaine, dans la foulée, on a droit à des émeutes. Et ça, les gouvernements, quels qu'ils soient, n'en veulent à aucun prix. Ils ne veulent absolument pas que les banlieues s'enflamment. Pour eux, ce qui est important, c'est que tout se passe à peu près bien et qu'ils puissent assurer leur réélection. Quel est l'intérêt de l'homme politique? Régler les problèmes ou être réélu? Être réélu, c'est pas régler les problèmes. On est d'accord. On est d'accord. Je vois qu'on en arrive à nous entendre parfaitement. Ou alors, est-ce qu'en fin de compte, une carrière de policier amène inéluctablement à cette conclusion un peu humanophobe quand même quelque part, parce que on finit par douter un peu de nos capacités. Justement, cet autre slogan du fameux vivre ensemble, ça vous inspire quoi? C'est pareil. Je crois que c'est du même niveau que cet ensauvagement. C'est un terme de rhétorique qu'on a, je ne sais pas d'où il est venu vraiment, alors que, en fin de compte, il évoque l'impossibilité justement de vivre ensemble. C'est ça qui est très curieux. Écoutez, moi, le vivre ensemble, j'ai vécu et j'ai grandi dans des banlieues, comme beaucoup d'entre nous, des banlieues, à une époque où on vivait ensemble, et sans problème. Alors je vous amène à ça, parce que en fin de compte, se vivre ensemble, c'est
pour vivre ensemble, justement, c'est bien accepter des règles reconnues par le plus grand nombre. Oui, tout à me fait. semble-t-il. Tout à fait. Alors que, d'une manière très perverse, aujourd'hui, lorsqu'on invoque le vivre ensemble, c'est exactement l'inverse qu'en fin de compte, on souhaite suggérer, c'est-à-dire accepter toutes les différences des autres. À partir du moment où on nous oblige à accepter toutes les différences des autres, je m'excuse, mais c'est l'impossibilité de vivre ensemble. Alors Maurice, là, actuellement, c'est pas le vivre ensemble qu'on est en train de vivre, hein, si je puis dire, c'est le vivre à la place. Hein, on vit pas ensemble. Ouais. Les gens, dès qu'ils peuvent, ils vivent pas ensemble, ils déménagent, ils scolarisent leurs enfants dans des zones autres, de façon à ce qu'ils ne vivent pas avec ceux avec lesquels ils nous disent à nous de vivre ensemble, ce qui fait qu'il y a une partition des territoires qui se fait de façon à peu près nette. Hein, ça, il ne faut pas être dupe. Hein. Maintenant, le vivre ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas partie de la même communauté. Ça veut dire qu'il y a plusieurs communautés différentes qui se juxtaposent pas, mais qui se frottent, qui se frictionnent. Il va falloir faire un choix. Parce que moi, ma communauté, c'est la communauté nationale. Je ne choisis pas une communauté plutôt qu'une autre. Et là, actuellement, ce qu'on nous donne comme idée avec le vivre ensemble, c'est qu'il y a plusieurs communautés et que les communautés différentes que l'on accepte sur le territoire français sont des communautés qui doivent vivre ensemble, justement, sauf qu'on s'aperçoit qu'elles ne vivent pas ensemble. Elles vivent à la place, elles vivent à la rigueur côte à côte, mais elles ne vivent pas ensemble, ça c'est pas vrai. Dans les banlieues, il faut faire attention où est-ce qu'on va scolariser ses enfants, il faut faire attention où est-ce qu'on va pour habiter, pour loger sa famille, etc. On ne vit pas ensemble, c'est pas vrai. Ça pose effectivement un gros problème de communautarisme. C'est une manière, accepter le vivre ensemble, c'est une manière d'accepter l'idée du communautarisme. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît plus comme étant membre de la communauté nationale, la nation française, mais on se reconnaît comme étant membre d'une communauté ou d'une autre. Et on doit choisir la communauté à laquelle on appartient. Moi, je refuse ce choix. Puis on parlait tout à l'heure d'avoir grandi en banlieue ou pas. Moi, ça m'est arrivé de vivre dans certaines banlieues qui étaient à peu près vivables. Là, maintenant, elles ne le sont plus. Donc l'ensauvagement, c'est ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de familles et moi-même, j'ai un peu habité en banlieue grenobloise, à Échirolles. Échirolles, c'est les chansons de Calogero, là. C'est le parc Bachelard et compagnie. J'ai habité là-bas. Je connais un peu. Je connais Échirolles, je connais la rue de la Luire, je connais la rue de Vassieux, CES Pablo Picasso. Tout ce secteur-là, je le connais. Maintenant, ce sont des secteurs qui sont invivables. La cité Mistral, je connais, j'avais de mes grandes tantes qui y habitaient. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus d'Européens là-bas. Donc, il n'y a plus de vivre ensemble. C'est pas vrai. C'était là où, quelque part, je voulais vous amener à venir. C'est qu'en fin de compte, au travers de nos expériences professionnelles, de policiers, où on était au plus près, au centre des choses, hein, comme disait Camus, en fin de compte, en tirer un enseignement, pas philosophique, mais au moins sociologique. Au travers la délinquance étant également un des curseurs de la société. À travers notre analyse sur la déliquescence de la sanction, la déliquescence de la procédure, etc., ce qu'on a vécu au quotidien, la déliquescence de l'institution, qu'on a vu également, la déliquescence de la société. Ça doit nous amener à avoir une réflexion beaucoup plus globale et quelque part politique. Il ne faut pas tourner autour du pot. Forcément, la réponse, ça sera forcément politique. Oui. En clair, pour vivre ensemble, il faut un territoire et un peuple. En partant d'un territoire et d'un peuple, avec des règles communes de vivre ensemble, normalement, ça doit fonctionner. À ce moment-là, la délinquance redeviendra ce qu'elle aurait dû toujours être, c'est-à-dire à la marge. Oui. Hein, je me souviens qu'on était jeunes poulets, on disait qu'on allait souvent bouffer chez des amis, des fois moi je me souviens des gars qui avaient des entreprises, etc. Ils gagnaient plein de pognon, ils roulaient en Porsche, mais leur rêve c'était de passer une nuit avec moi dans un sous-marin, etc. C'était vraiment leur grand truc. À notre époque, on pouvait dire notre quotidien c'est l'extraordinaire des autres. Aujourd'hui, le quotidien du policier, c'est l'ordinaire à tout le monde. Non, mais c'est un cauchemar. C'est un véritable cauchemar et on en est le révélateur. Oui. Et donc, c'est ce à quoi je voulais vous amener par nos analyses, en fin de compte, communes, hein, de notre histoire professionnelle. On arrivait à cette conclusion. Hein, un territoire, un peuple, et on vivra bien ensemble. Bah oui, parce que sinon, on va ressembler au Liban, on va ressembler à l'Afrique du Sud. On va ressembler à des pays comme ça. C'est le risque. Et on va vivre en communauté, refermées les unes sur elles-mêmes plutôt, à côté les autres. On ne vivra jamais ensemble.
Et chacun, en fonction de ses moyens financiers, va se protéger bien ou moins bien. C'est pas la société dont je rêve. Moi, ce que j'ai envie, c'est de laisser à mes enfants et aux générations qui suivent un pays qui soit paisible. Et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Non, non. Bien, écoutez, je vous remercie pour ce premier interview. J'espère qu'il aura intéressé nos auditeurs. On se retrouvera très prochainement pour débattre plus précisément, puisque là, on s'est permis d'aller un peu dans les envolées lyriques et philosophiques, un peu plus dans le détail sur l'institution policière, sur la procédure, sur le fonctionnement, comment on pourrait améliorer tout ça au vu de nos expériences. Bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt, toujours sur l'Institut des libertés.